Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. On va parler donc de l'hypersalivation dans la maladie de Parkinson. Je suis Oriane Ajman, directrice du développement des services chez Parkinson Québec, et je suis en compagnie de Iman Hossin, qui est orthophoniste en milieu hospitalier. Donc, je vais poser à Iman les principales questions qu'on reçoit à Parkinson Québec sur l'hypersalivation. Donc, tout au long de ce webinaire, vous pouvez écrire vos questions dans le chat. Donc, on y répondra lors de la période de questions à la fin. Et pour certaines questions, vous allez voir plus tard, mais je vous laisserai la parole car vos témoignages et vos conseils vont être vraiment utiles à la communauté. Donc, je vous rappelle que ce webinaire est enregistré et sera diffusé sur notre chaîne YouTube dans quelques jours. Donc, pour le bon déroulement du webinaire, je vous demanderai d'éteindre vos caméras. C'est pour ça que vos caméras là s'éteignent. Il y a quelqu'un qui les éteint en fait pour faciliter le flux en fait du webinaire. Et on va vous demander également d'éteindre, de couper vos micros. Donc, merci beaucoup. Iman, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invitée. Je suis très contente d'être là avec tout le monde. Ça fait plaisir. On va commencer. Peut-être on pourrait déjà commencer par une question globale là pour mettre un petit peu le contexte du webinaire. Qu'est-ce qui cause qu'est-ce que c'est déjà l'hypersalivation? Puis après, on viendra aux causes. Oui, c'est une excellente question en fait parce que l'hypersalivation en tant que telle, ça définit le fait d'avoir une surproduction de salive. Donc, c'est quand nos glandes salivaires sont comme hyperactivées, puis on a plus de salive qui apparaît dans la bouche. Et c'est pas exactement la même chose que la sialorée qui, elle, correspond au fait d'avoir de la salive qui s'écoule en dehors de la bouche. Puis c'est une distinction qui est très intéressante, surtout dans le contexte de la maladie de Parkinson, où est-ce qu'on peut avoir de la sialorée, donc de l'écoulement, sans qu'il y ait nécessairement plus de salive qui est produite par les glandes. Mais on va quand même continuer à utiliser le mot hypersalivation pendant le webinaire parce que c'est un peu le mot qu'on utilise en général pour décrire la salive qui peut couler de la bouche. Tout à fait. Merci pour cette distinction parce que c'est vrai qu'on utilise beaucoup simplement le terme hypersalivation. Mais oui, il y a une distinction. Et là, on va utiliser donc le terme hypersalivation, même si finalement, donc si j'ai bien compris, l'écoulement en dehors de la bouche, c'est la sialorée. Exactement. L'hypersalivation, c'est simplement on produit trop de salive, mais on peut produire trop de salive sans forcément que ça s'écoule de notre bouche. Exact. OK. Bon, j'espère que la distinction est claire, mais là, pour simplifier les choses, on va utiliser le terme d'hypersalivation, mais prenez en compte de cette distinction. Voilà. Donc c'est ça, tu avais fini avec cette réponse? OK. Oui. Et donc là, moi, j'avais une autre question. En fait, qu'est-ce qui cause justement l'hypersalivation dans la maladie de Parkinson? Et déjà, est-ce que c'est uniquement lié à la maladie de Parkinson ou on peut faire de l'hypersalivation, donc d'avoir de l'écoulement en dehors de la maladie de Parkinson? Oui, en fait, l'hypersalivation, dans le sens d'une production là, de salive plus importante, peut arriver dans plusieurs contextes. Ça peut arriver à plusieurs personnes en raison d'une prise de médication qui provoque ça ou d'un dérèglement quelconque. Par contre, dans la maladie de Parkinson, en général, la salive a tendance à être moins produite. Mais il y a quand même de l'hypersalivation au sens d'un écoulement qui peut être noté pour plusieurs raisons différentes. Puis je vais vous expliquer ça grosso modo. Donc, dans le fond, on peut penser à comme 3 raisons de pourquoi il y aurait de l'écoulement salivaire dans la maladie de Parkinson. La première raison, c'est qu'il peut y avoir tout simplement moins de déglutition, moins de fois où est-ce qu'on avale notre salive dans la journée. Donc, la salive qui devrait normalement juste disparaître parce qu'on l'avale reste en bouche puis s'accumule au point où il peut y avoir cet écoulement-là ou cette sensation d'avoir trop de salive dans la bouche. Puis, ça combiné avec le fait que le contrôle de la salive à l'avant de la bouche peut se faire plus difficilement. La bouche peut rester ouverte au lieu de se refermer quand on est au repos. Combiné en plus avec une posture qui peut être un peu vers l'avant là, dans le contexte de la maladie de Parkinson plus spécifiquement, ça peut amener cet écoulement-là juste avec la gravité.
un peu trop de salive dans la bouche ouverte, penchée vers l'avant, ça va sortir. Puis, le dernier élément qui peut contribuer à l'hypersalivation dans la maladie de Parkinson, c'est le fait que la vidange, dans le fond, quand on avale, quand on veut enlever cette salive qui est dans notre bouche, peut se faire moins efficacement. On sait que dans la maladie de Parkinson, les gens peuvent avoir de la dysphagie, des troubles de la déglutition. Donc, quand avaler est moins efficace, il peut rester des résidus comme de la salive dans la bouche. Puis là, on a la sensation qu'il y a toujours de la salive en bouche. C'est comme s'il y en avait toujours trop, en fait. C'est comme la sensation d'être dérangé par cette salive-là. En fait, souvent on dit que la maladie de Parkinson, c'est une maladie de lenteur. Est-ce que dans ce cas-là, on peut complètement le combiner à l'hypersalivation? Le fait que ce soit plus lent de déglutir, ben, ça va rester dans la bouche, c'est ça en fait. Et donc, ça va produire des écoulements. Entre autres, oui, c'est le fait que parfois, on va moins ressentir la présence de la salive dans la bouche, donc on va avoir moins le go pour avaler, pour la vidanger. Mais en plus, quand on avale dans la maladie de Parkinson, la pression que la langue est capable de faire est moins bonne. Puis la trajectoire dans la gorge se fait moins bien, se fait plus lentement. Puis là, à ce moment-là, il peut y avoir des résidus exactement de salive dans la bouche. Et est-ce que ce symptôme va rester constant ou il va progresser dans le temps? Est-ce qu'il peut s'arrêter, diminuer? Comment ça évolue? En général, quand les signes les symptômes physiques de la maladie progressent, l'hypersalivation peut progresser de la même façon. Donc, plus c'est difficile de garder la bouche fermée ou plus c'est difficile d'avaler, plus il risque d'avoir de la salive qui s'écoule. Fait que quelqu'un qui va progresser au niveau des symptômes oromoteurs, en fait, qu'on appelle là, de la bouche et de la gorge, risque d'avoir une augmentation de la salive qui s'écoule de la bouche. Mais ce n'est pas nécessairement un pour un. Ça va dépendre toujours des individus. Par contre, c'est quand même quelque chose qu'on remarque. Là, si la maladie progresse, il y a plus de chances, puis il y a plus de quantité de salive. Ok, ça évolue vraiment en même temps que la maladie finalement. Est-ce qu'on peut avoir de l'hypersalivation puis par la suite ne plus en avoir? C'est une bonne question. De ce que j'ai noté, c'est pas vraiment quelque chose qui disparaît. Parfois, c'est quelque chose qui n'est plus nécessairement une plainte. Les gens vont plus être dérangés par ça, peut-être parce que autre chose va les déranger ou peut-être parce que en ayant pris en charge les autres symptômes de la maladie, en prenant des médicaments pour les difficultés motrices, par exemple, ben là, le symptôme de la salivation va être moins présent, puis va être comme contrôlé. Étant donné que ça dépend toujours de la cause exacte, si quelqu'un a de l'hypersalivation parce que vraiment c'est les muscles de sa bouche, puis en prenant ses médicaments ou en faisant des exercices, il reprend ce contrôle-là, ça va disparaître. Ce n'est pas garanti que ça ne revienne pas plus tard avec la suite de la progression, mais c'est ça. Est-ce que ça répond? Ouais, je comprends parfaitement. Et ça va être quoi les complications qui vont être reliées à l'hypersalivation? Il peut y avoir plusieurs complications différentes. D'un premier côté, il y a l'aspect santé physique. Là, dans le fond, quand on a de la salive dans notre bouche, cette salive-là, elle a un rôle, elle a une fonction. Hein. Elle aide avec l'hygiène, avec la présence de bactéries dans la bouche et compagnie. Donc, avoir pas assez ou trop de salive dans la bouche, ça peut avoir une grosse influence sur la santé buccale. Ça peut amener des caries, des trucs comme ça. Mais aussi, quand la salive sort de la bouche et s'écoule, ben là, on peut se retrouver parfois avec des irritations autour de la bouche, ce qu'on appelle le perlèche, souvent là, communément, ou d'autres types de petites infections autour de la bouche. Mais ça peut aussi avoir des impacts. Puis qu'est-ce qui ressort le plus là, des témoignages que j'ai pu voir, c'est que ça va être gênant, ça va être dérangeant d'avoir cette salive-là qui s'écoule. Ça peut avoir un impact sur la participation sociale, par exemple. Bien sûr. On en reviendra après au niveau de comment gérer ça en public. Mais avant, je voulais savoir, est-ce que toutes les personnes atteintes de la maladie de Parkinson vont développer ce symptôme, l'hypersalivation, ou pas nécessairement? Est-ce qu'il y a vraiment des personnes qui ne vont jamais être confrontées à cela? Bien, les statistiques ne sont pas tout à fait claires hein, par rapport à l'hypersalivation. Ça dit qu'il y a entre 30 et 80 % des gens qui ont la maladie de Parkinson qui peuvent avoir de l'hypersalivation. C'est quand même une grosse fourchette, là, 30 et 80. Qu'est-ce qui est remarqué, c'est que souvent, les gens vont avoir de l'hypersalivation la nuit en plus grande quantité, donc jusqu'à 80 %, mais pas nécessairement au point où ça soit noté dans la journée.
Par contre, c'est sûr qu'il faudrait faire un peu plus de recherche, un peu plus d'études, mais ce n'est pas 100% des gens qui présentent cette problématique-là. OK, mais c'est la grosse majorité. Oui, OK. exact. Puis comme c'est très lié au trouble de la déglutition, Ouais. puis qu'on sait qu'il y a quand même une grosse prévalence de troubles de la déglutition chez les gens qui ont la maladie de Parkinson, puis ça peut aller jusqu'à 80% aussi. Moi, que les pourcentages se suivent un peu. Oui, tout à fait, c'est vraiment lié. Puis donc là, j'ai une question qui s'adresse à notre auditoire. Donc on va prendre 10-15 minutes là pour accueillir vos témoignages. Donc la question c'est, est-ce que vous avez, vous, des solutions, je sais pas, des exercices pour remédier à l'hypersalivation, non médicale si possible, mais quelles astuces là vous pourriez partager avec l'ensemble de la communauté qui nous regarde? Donc si vous souhaitez prendre la parole, là, n'hésitez pas. Vous pouvez écrire dans le chat, puis on va lire à l'oral. Ou alors, vous pouvez directement prendre la parole. Pour que ce soit plus simple, vous pouvez lever la main. Vous voyez, il y a un icône en bas où c'est écrit, comment dire, l'écran, le micro, etc. Et vous avez levé la main. Donc, vous pouvez cliquer sur lever la main. Comme ça, on va pouvoir vous interroger. Ou alors, prenez la parole. N'hésitez pas aussi à écrire dans le chat. Mais dites-nous si vous avez des solutions, des astuces pour l'hypersalivation. Comment vous gérez ça? Est-ce qu'il y a des personnes qui... Ah oui, il y a une main levée. Donc, c'est Yvan. Yvan, tu peux mettre ton micro en marche et puis prendre la parole. Bonjour. Bonjour. Moi, ce que je fais, c'est des exercices avec les voyelles. Je fais A, E, I, O, U en exagérant les muscles de la joue. Ça aide un peu, j'imagine. Et tu fais ça combien de fois par semaine? Est-ce que vous faites ça régulièrement? Je ne sais pas si la madame nous entend toujours. Le micro est coupé. Bon, si elle veut reparticiper après, il n'y aura pas de souci. Là, on va prendre le témoignage de Jean-Marc. Jean-Marc, tu peux prendre la parole. Oui, ben c'est pour mon épouse, c'est elle qui a le Parkinson. Et elle dit que lorsqu'elle prend des bonbons à la menthe, ça aide. Est-ce que c'est un rapport? Alors, Oui, mais je vais me Emmanuel, permettre de oui, répondre tout de vas-y. suite. Oui, justement, avoir un bonbon en bouche comme un bonbon à la menthe ou parfois un suçon, parce que si on peut le tenir, des fois, c'est plus facile aussi. Il y a certaines pastilles qui existent aussi qui peuvent être collées dans la gencive, là. Ça va aider, ça va comme aider le cerveau à se rappeler qu'il doit avaler. Donc, ça va aider à cette vidange-là de salive plus fréquente. Fait que oui, c'est un très bon truc. Excellent. Et Jean-Marc, est-ce que vous voyez de l'amélioration sur ce symptôme pour votre femme lorsqu'elle prend ses bonbons? Qu'est-ce que toi t'en dis? Mais en fait, mon mari ne savait pas que j'avais un problème d'hypersalivation. C'est surtout la nuit que j'ai un problème quand je me couche, que j'essaie de dormir. Soit que j'ai trop de salive ou soit que j'ai la bouche très sèche. Donc, surtout la nuit, en fait. C'est surtout la nuit que j'ai ce problème-là. Mon mari n'était pas tellement au courant que j'avais ce problème. OK. Et oui, ben souvent aussi, les personnes, dites-moi si je me trompe, mais souvent, ils n'ont pas l'impression que c'est un symptôme. En fait, ça vient, on s'en rend presque pas compte et on trouve parfois même pas nécessaire de le dire, comme si ça arrivait comme ça naturellement. Est-ce que c'était conscient que vous ne vouliez pas lui en parler? Non, subconscient, c'est le fait que vous avez présenté cette vidéo, ces conseils-là, le fait que vous avez suggéré d'avoir cette vidéo-là pour nous aider. Moi, ça a fait un clic. Je dit, je savais pas que même c'était pas que je savais pas que c'était un symptôme du Parkinson. D'accord, donc c'est en voyant là le titre du webinaire, vous vous êtes dit, ah d'accord, Oui. c'est vraiment un symptôme et ça ne touche pas que moi. Mais c'est ça, je voulais en savoir plus long là-dessus, en me disant, c'est vrai, j'ai ce problème-là la nuit.
OK. Le jour, je n'avais pas l'impression d'avoir un problème de salivation, d'hypersalivation. Iman, pourquoi? Est-ce qu'il y a une explication à ça? Pourquoi plutôt la nuit que le jour? Oui, ben en Non, fait, une explication toute simple, c'est que quand on est allongé, ben, il y a plus d'écoulement qui peut se produire, puis on peut s'en rendre compte aussi en voyant ensuite les traces sur l'oreiller, par exemple la tête d'oreiller qui est un peu humide ou des trucs comme ça. Le fait d'être bien assis, le dos droit, c'est un truc, une astuce justement pour s'aider à avoir un meilleur contrôle de la salive qui est en bouche. Puis souvent, les gens vont vraiment la plainte d'avoir de l'hypersalivation la nuit est beaucoup plus prévalente que dans le jour. C'est quelque chose qui va vraiment être noté. Par contre, c'est effectivement un symptôme important. C'est un symptôme qui vaut la peine d'être mentionné quand on rencontre son médecin parce que c'est justement les causes de cette salivation-là peuvent être en lien avec des difficultés de déglutition, par exemple. Puis à ce moment-là, de tout de suite s'en rendre compte, puis d'aller se diriger vers des évaluations, puis avoir du soutien, ça peut être un bon timing avant d'avoir, par exemple, des problèmes respiratoires. D'accord. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. On va prendre maintenant là le témoignage de, donc c'est écrit iPad de Roland. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Moi, c'est bonjour. Mon conjoint qui a le Parkinson depuis 10 ans, traité, 12 ans, parce que les premières années, il n'avait pas été voir le médecin. Puis, il y a beaucoup d'hypersalivation et j'avais la question, je voulais savoir est-ce que lorsqu'il est nerveux, ça peut activer sa salivation? Parce que je trouve que parfois, s'il est nerveux, on dirait qu'il y a plus de salive. Puis lui, il en a beaucoup et le jour et la nuit. Et il mange beaucoup de gomme aussi. Est-ce que c'est bon mâcher de la gomme pour l'aider à avaler sa salive? C'est sûr que tous les trucs qu'on va donner, là, c'est toujours un peu... les bénéfices ne vont pas nécessairement être les mêmes pour une personne versus une autre. Hein. Donc, quelqu'un peut dire, moi, la gomme, ça me fait penser à avaler, ça m'aide vraiment beaucoup. Les bonbons à la menthe, par exemple, ça m'aide vraiment beaucoup. Quelqu'un d'autre peut dire, hey, ça rend le problème pire parce que à chaque fois que je mange, ben, quand on mange, ça déclenche la salive aussi. Hein. Ça fait partie des moments où est-ce qu'on en a le plus besoin. Donc, ça se déclenche puis on produit plus de salive. Puis quelqu'un peut dire, moi, ça me nuit, en fait. À chaque fois que je prends de la gomme, j'ai l'impression que la situation est pire. Fait que je vous dirais, de manière générale, c'est un conseil qu'on donne. Ça vaut la peine de l'essayer. Puis si votre mari, par exemple, trouve que la gomme, ça ne l'aide pas, ben là, à ce moment-là, réajuster le tir, c'est normal. Il n'y a pas une solution miracle qui va fonctionner pour tout le monde de la même façon. Oui. Puis par rapport à la nervosité, oui, c'est ça. J'ai pas vu dans ma revue là, de littérature d'éléments en lien avec les émotions. Par contre, c'est sûr que j'ai vu des choses qui avaient rapport avec le fait d'être distrait, le fait d'être préoccupé. Donc, quelqu'un, par exemple, il y avait une étude qui disait que quand quelqu'un qui a la maladie de Parkinson travaillait à l'ordinateur et était très concentré dans sa tâche, ben, il y avait plus d'écoulement, plus de salive qui pouvait sortir parce que la personne son attention était sur quelque chose et pas sur le fait d'avaler sa salive, par exemple. Donc, peut-être que des fois, quand on a des grosses émotions, quand on vit des stress, des tensions, ça peut avoir un petit lien à ce moment-là. Mais c'est vraiment, on spécule, on réfléchit ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre question. Mais là, je rappelle, vos questions, on va vraiment prendre le temps d'y répondre à la fin du webinaire. Vraiment, on va vraiment prendre le temps pour ça. Là, vraiment, on aimerait vraiment savoir les solutions, les exercices pour y remédier, si vous avez des astuces à partager. Voilà, c'est vraiment là le sujet. Je vais prendre donc là le témoignage de Croisetière. Vous pouvez prendre la parole. Bon, on va prendre Jacques. Est-ce que Jacques peut activer son micro? Là, m'entendez-vous, Croisetière? Oui, là, je vous entends. Donc, bonjour. Est-ce que donc, vous avez des solutions, des exercices pour remédier à l'hypersalivation? Bien, c'est ça, je n'ai pas d'exercice. C'est médical, pour réussir. C'est de l'atropine sublinguale. C'est ça que le neurologue il m'a prescrit. D'accord.
Ben oui, oui, effectivement, pour ce type de symptômes, vous pouvez très bien aller voir votre neurologue pour tout ce qui est au sujet des traitements par médication. Là, c'est vrai qu'on ne va pas aborder ce thème-là de médication. Il faudrait vraiment, ben, c'est vraiment du cas par cas et c'est vraiment avec un neurologue. Donc là, on recherche vraiment plus vraiment des exercices, des solutions non médicales si vous en avez. Mais merci beaucoup. OK. Et merci beaucoup, effectivement, c'est une solution et pour ça, on vous invite, tous ceux qui ont ce problème et que juste les exercices sans médicaments ne fonctionnent pas, d'en parler avec votre neurologue. Euh, OK. Jacques et Lou, vous pouvez prendre la parole. Question qu'on se pose, c'est que moi, j'en ai plusieurs, là. Vous parliez tantôt, y a-t-il un danger de s'étouffer avec l'hypersalivation? C'était une des questions qu'on reçoit beaucoup à Parkinson Québec. Donc, on va répondre à cette question. Puis après, là, on va clôturer là, cette période de prise de parole, mais on va reprendre après vos questions à la fin de... D'accord, excusez. D'accord. Non, il n'y a pas de souci, c'est très bien. Ben, ce que je vous propose, donc là, on va continuer, puis ben, on va répondre à votre question. Donc, est-ce que, Iman, est-ce qu'on peut s'étouffer avec l'hypersalivation? Ouais. J'aime toujours préciser que le mot étouffement, ça réfère quand même à un événement où est-ce que ça bloque, on tousse, on respire pas, on perd un peu notre souffle. C'est un événement qui est très intense, OK, on va dire. Alors, quand on a de la dysphagie, un trouble de déglutition, par exemple, il y a les étouffements qui peuvent arriver, mais il y a aussi les aspirations ou les fausses routes qui peuvent arriver. Là, c'est sûr qu'on ne fait pas une explication complète de la déglutition, mais quand on avale, en fait, les aliments doivent passer par le larynx ici, en fait, au-dessus, là, par le pharynx pour aller dans l'œsophage vers le ventre, vers l'estomac, et non pas dans le larynx parce que le larynx mène au poumon. Qu'est-ce qui peut arriver parfois, c'est que les aliments, la nourriture ou l'eau ou la salive vont prendre le mauvais passage, le mauvais tuyau, comme on dit en bon québécois, puis vont être aspirés, vont se rendre dans les voies respiratoires sans qu'il y ait un étouffement, là. Pas nécessairement. Et quand il y a de l'hypersalivation, quand il y a, mettons, de l'accumulation de salive dans la bouche ou une surproduction de salive, ça peut couler vers l'avant, donc ça peut s'enfuir, là, faire de la sialorrhée, mais ça peut aussi effectivement couler vers l'arrière. Et à ce moment-là, il y a un risque effectivement de fausse route ou d'aspiration dans certains cas d'étouffement quand la salive est très épaisse, par exemple. Fait que la réponse, c'est ça dépend des gens parce que ça dépend toujours de chaque personne, où est-ce que sa maladie est rendue, c'est quoi les signes, les symptômes et la capacité d'avaler. Mais il y a effectivement un risque que la salive passe par le mauvais tuyau puis qu'il y ait un écoulement postérieur qu'on appelle vers les poumons. Excellent. C'est sûr que pour pallier à ce risque-là, la question qui arriverait tout de suite après, comment on fait pour ne pas s'étouffer, comment on fait pour ne pas avoir d'aspiration, ça va passer quand même par le fait d'avoir une évaluation de tes capacités de déglutition pour dire d'abord, est-ce que c'était ça le problème qui faisait que la salive était présente? Et si oui, est-ce qu'il est grave au point d'avoir besoin d'une intervention quelconque? Mais ce que je peux vous dire de façon plus générale, c'est être plus assis va toujours aider à avoir un meilleur contrôle du parcours de la salive. Puis, dans le fond, quand on parle d'hypersalivation, c'est surtout avoir une bonne hygiène buccale parce que avoir un peu de salive qui va dans les poumons, ça peut arriver à tout le monde sans qu'il y ait aucun problème, sans qu'il y ait aucune complication, sans que ce soit nécessairement grave ou dangereux. Avoir de la salive qui a plein de bactéries dedans ou qu'il y a des champignons ou qu'il y a d'autres choses qui vont dans les poumons, là, à ce moment-là, ça peut augmenter les chances de complications comme des pneumonies. Fait que c'est sûr que quand on parle de santé buccale, hygiène buccale, mais ça va vraiment venir aider avec les risques de complications. Merci beaucoup pour cette réponse complète. Aussi, là, on parlait de... Là, je reviens un petit peu en arrière, mais on parlait des solutions, des exercices, etc. Toi, Iman, quel conseil tu pourrais nous donner pour pallier ce symptôme? Oui, il y a des petits conseils généraux, comme par exemple la gomme, la bonne posture, donc être bien assis, puis
Par exemple, toujours avoir un mouchoir sur soi pour pouvoir essuyer si jamais on est incommodé, histoire que ça ne nous gêne pas quand on est en public. Il y a certaines personnes aussi qui recommandent d'avoir un bracelet éponge, là, comme les bracelets de sport, parce que ça fait un rappel au cerveau qu'il faut avaler, de le voir, mais ça fait aussi quelque chose de plus pratique pour s'essuyer si jamais ça devient incommodant autour de la bouche. Puis l'autre, je suis désolée, j'ai comme des petits problèmes avec mon ordi. L'autre solution, ce serait aussi, un autre conseil ou un autre truc qu'on pourrait se donner, c'est d'avoir des rappels, des trucs mnémotechniques autour de nous qui nous rappellent d'avaler, par exemple, un bracelet de couleur, un post-it, une affichette ou quelqu'un de nos proches qui de temps en temps nous lâche un petit « oublie pas d'avaler ta salive ». Je sais que ça peut être parfois dérangeant aussi, là, mais dépendamment toujours de vos circonstances propres. Quelque chose qui peut aider, c'est d'avoir des rappels aussi, si on est plus techno, des rappels sur le téléphone, des alarmes fréquentes au début 5 minutes, éventuellement chaque minute, puis pour se rappeler qu'il faut avaler sa salive. Mais ensuite, l'autre aspect d'intervention va être plus avec l'équipe l'équipe de soins, dont l'orthophoniste. OK, excellent. Merci pour ces conseils. Et puis, est-ce que là, j'aimerais que tu nous parles un petit peu des impacts, les conséquences en fait de ce symptôme. Oui, on avait parlé de... Oui, au niveau de la bouche, la sécheresse, etc. Mais il n'y a pas d'autres conséquences réelles. C'est pas... c'est sûr que les conséquences principales qui ressortent sont très de l'ordre, je dirais, social. Dans le fond, les gens sont incommodés par ça. Il y a un aspect où les gens ne vont pas nécessairement, quand ça devient important, par exemple, la salivation, ne vont pas oser être dans certains lieux publics ou vont être mal à l'aise par rapport à leurs proches. Des fois, ça peut venir avec une certaine odeur aussi qui peut être incommodante dans l'intimité. Donc ça aussi, c'est des grosses conséquences qu'il ne faut pas négliger parce que oui, il y a par exemple l'irritation autour de la bouche qui va se voir puis qui va être quelque chose de très médical qui va se traiter avec une crème, par exemple, mais il y a aussi tout l'aspect émotion là, qu'il ne faut pas négliger là-dedans. Oui, parfaitement. C'est vrai que je pense qu'il y a un aspect quand même psychologique, puisque ça doit jouer sur comment on est en public, en fait, comment on se montre. Et également, on a souvent aussi cette question à Parkinson Québec sur l'hypersalivation, mais beaucoup de personnes nous demandent de quelle façon ils doivent manger pour éviter les complications. Oui, ça touche au problème de déglutition, ça touche au problème de salivation, tout est un peu interrelié. Par contre, c'est sûr que comment manger, c'est quelque chose qui va tellement être spécifique à chaque personne. Hein. Tout le monde qui peut avoir la maladie de Parkinson ne va pas avoir la même maladie de Parkinson. Et en particulier pour la déglutition, certaines personnes, ce qui va aider une personne peut nuire à une autre et l'inverse. Donc, ce qu'on recommande, c'est vraiment une évaluation de l'individu pour lui donner des conseils adaptés à ses besoins. Mais de façon générale, comment manger en étant bien assis, le dos droit, la tête le plus droit possible. Si on se rend compte que dans notre cas, ça nous aide de pencher un peu la tête, c'est correct de le faire, mais ça, c'est vraiment du cas par cas. J'ai vu que c'est un conseil qui se promène beaucoup sur Internet, là, pencher la tête. Ça dépend des gens. Prendre des petites bouchées. Hein? Donc, prendre son temps quand on mange, redéposer ses ustensiles entre chaque bouchée pour être sûr d'avoir fini de traiter ce qui était dans notre bouche, bien avaler 2 fois avant de continuer. Ça, c'est des conseils plus généraux là, qui sont bons même pour toi et moi là, qui n'avons pas. Parfait, merci beaucoup Imane. Là, on a terminé un petit peu les questions, en tout cas, qu'on recevait beaucoup à Parkinson Québec. Donc là, on va prendre un temps pour se consacrer sur vos questions. Donc, que ce soit dans le chat ou vous levez la main. Puis si vous levez la main, je vous donnerai la parole. Mais n'oubliez pas de baisser votre main, donc de recliquer sur baisser la main une fois que vous aviez eu la parole. Donc, je dirais juste un truc avant, si c'est... Vas-y, bien sûr. Oui, c'est ça. En fait, quand on a de l'hypersalivation dans le contexte de la maladie de Parkinson, qu'est-ce qui peut arriver? C'est que ça peut avoir une influence, comme on a dit,
sur notre vie sociale et tout. Ça peut être lié parfois à des problèmes de déglutition. Ça peut aussi avoir une influence sur quand on parle, quand on essaye de communiquer, ça peut altérer un peu la qualité de la voix. Des fois, ça fait que les sons sont moins précis ou plus difficiles à produire. Puis, tout ça, ben, c'est quand même du domaine de ce qu'on fait en orthophonie. Donc, des fois, en ayant de l'aide sur tous les autres aspects, une évaluation de tous ces symptômes-là, tous les liens qui peuvent être faits là-dedans, on peut vous donner des exercices qui sont spécifiques à la parole, qui vont aider avec la gestion de la salive, des exercices qui sont spécifiques à la déglutition que vous avez, qui vont aider aussi avec la gestion de la salive. Et c'est pour ça que des conseils généraux, c'est plus difficile, mais en évaluant vraiment ce que vous vivez comme personne, puis en allant travailler les muscles qui ont besoin d'être travaillés, puis les structures qui ont besoin d'être mieux coordonnées, ça va aider avec la gestion de la salive. Mais il n'y a pas que l'orthophoniste qui peut vous aider. Donc, on a parlé depuis le début du webinaire de la santé de la bouche, le dentiste, des suivis réguliers chez le dentiste, ça peut aider à voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à une meilleure santé buccale, donc moins de bactéries, moins de risques de complications, tout ça, là, tout ce confort-là autour de la bouche. Il y a votre médecin, quelqu'un tout à l'heure a parlé d'atropine, des gouttes qu'on met sous la langue pour aider avec la salive. Bien, il y a des solutions de médicaments. Il y a des solutions aussi chirurgicales, par exemple. J'ai vu dans le chat que quelqu'un mentionnait le Botox, qui est une solution qui est vraiment fréquemment utilisée. C'est des injections là, au niveau des glandes salivaires pour aider avec la salive. Mais ça, c'est vraiment le médecin, votre neurologue qui va pouvoir vous guider par rapport à ces traitements-là. Puis, ben, l'équipe multi, hein, donc s'il y a des ergothérapeutes, des physiothérapeutes qui peuvent vous aider avec la posture, si pour vous, c'est difficile de redresser justement là, les épaules et la tête, ben, peut-être qu'à ce moment-là, ces personnes-là pourront vous aider à avoir une meilleure posture puis à la maintenir. Puis la nutrition aussi, hein, parce que tu me demandais comme quoi faire pour manger sans s'étouffer. Ben oui, il y a des exercices, il y a des mouvements, il y a des gestes, mais parfois, on se rend à avoir besoin d'adaptation plus sur la nourriture. Puis à ce moment-là, c'est l'équipe au complet là, qui vient aider. Puis je voulais juste comme emballer un peu qu'on avait dit. Oui. Ben, merci beaucoup. C'est très intéressant. Tu as vraiment globalisé. Donc, puis si tu as d'autres choses à ajouter, n'hésite pas, Imane, surtout. On avait dans le chat une question. On y avait en partie répondu, mais comment composer avec l'hypersalivation pendant la nuit? Justement, tout à l'heure, Imane, tu disais que c'était bien en fait, il faut quasiment être assis, en position assise pour dormir. C'est sûr que, encore une fois, vous allez me trouver plate de toujours dire ça dépend des gens, mais pour certaines personnes, ça ne va pas nécessairement les aider d'être assis, mais pour votre confort personnel, vous pouvez toujours l'essayer d'être à peu près à 45 degrés quand vous dormez. Ça peut vraiment vous aider avec la salivation pendant la nuit, là, par exemple. Mais parfois, le problème va aussi être si la pièce est trop sèche, puis que finalement, vous dites « Ah, j'ai trop de salive », mais en fait, vous en avez moins, puis elle est juste plus épaisse, puis plus dérangeante. Bien, d'avoir de l'humidité dans la pièce, ça peut aider. Puis, il y a des petites pastilles qui se vendent en vente libre là, au Québec, qui peuvent être collées dans la gencive. Puis ça peut peut-être aider aussi à stimuler la salive, mais à l'avaler. Puis comme ça se colle, ben, il y a moins de risques que ça tombe pendant qu'on dort puis qu'on s'étouffe avec. Je recommande toujours de les essayer réveillés avant de les essayer endormis, mais ça aussi, ça peut être une solution qui peut aider pendant la nuit. OK. Et comment on peut humidifier un peu sa pièce? Un humidificateur, par exemple. OK. Ça s'achète. OK. Ouais. Comme parfois, les gens dans leur masque, si les gens ont de l'apnée du sommeil aussi, en plus du Parkinson, ça peut avoir des gros impacts sur la salive, la sécheresse. À ce moment-là, ça, il y a aussi des modes d'humidité parfois qui peuvent être réglés dans les machines d'apnée, là, les CPAP, par exemple. Puis sinon, les humidificateurs de pièces là, peuvent être aidants. Okay. On a une question, c'est plutôt pour avoir accès à une orthophoniste. Elle demande si c'est mieux d'aller au privé ou à travers le CLSC, mais je ne suis pas sûre qu'il y a vraiment une bonne réponse entre les deux. Donc, en tout cas, comment on peut aller voir une orthophoniste? C'est quoi les démarches? Comment avoir accès? Mais avant que tu répondes, je voulais juste... on avait fait un webinaire avec Ingrid Verdact au mois de septembre. Le webinaire s'appelle « Troubles de la parole et de la déglutition ».
C'est accessible sur YouTube. Et à la fin du webinaire, avant la partie des questions, elle montrait justement un site internet pour trouver un orthophoniste et elle expliquait vraiment toutes les démarches. Donc, je vous invite à aller voir ça. Mais vas-y, Iman, je te laisse répondre si tu as quelque chose de complémentaire à ajouter. Oui, je pense que c'est une excellente référence, là, le webinaire avec Ingrid. Puis, qu'est-ce que je vous dirais, c'est aussi que d'en parler à votre médecin, parfois, ça peut vous permettre d'avoir une référence pour avoir un accès à une orthophoniste au public. Puis sinon, en passant par le site de l'Ordre des orthophonistes et des audiologistes du Québec, vous pouvez voir des références d'orthophonistes qui pratiquent au privé. Puis, je vous recommanderais quand même de demander ou de questionner au téléphone s'ils font de la déglutition ou s'ils font de l'intervention auprès d'adultes ou de gens qui ont des problèmes neurologiques. Il y a aussi des orthophonistes qui sont formés, spécialisés dans un truc qui s'appelle le LSVT. Puis ça, c'est vraiment une sorte de thérapie qui est faite pour les gens qui ont la maladie de Parkinson. Puis il y a des études qui disent que ça peut aider même avec la déglutition et l'hypersalivation. C'est des exercices de parole, de voix. Fait que ça aussi, ça peut être des pistes là, de gens qui peuvent aider. Merci. Est-ce que la qualité de la salive est modifiée avec Parkinson? Pardon? Est-ce que la qualité de la salive, elle est modifiée? Il me semble que tout à l'heure, tu avais dit un petit peu, oui. C'est ça, ça dépend toujours, mais dans certains cas, comme la salive peut être produite en moins grande quantité, ben là, qu'est-ce qui peut arriver? C'est que des fois, la salive peut être plus épaisse, peut être plus difficile à traiter. Mais pour aller plus en détail là, dans la composition de la salive, je ne pourrais pas vous répondre parce que j'en sais juste assez pour vous dire que c'est quand même complexe. Oui. On a une personne, tout à l'heure, tu répondais à la question de Kathleen, qui n'a pas compris quand tu parlais d'études 2. Je ne sais pas si tu te souviens pour juste lui mentionner. Oui, des études sur l'efficacité du LSVT. Je suis désolée, c'est vrai que ce n'était pas très clair dans ma phrase. Dans le fond, le LSVT en particulier, c'est quelque chose qui a été élaboré pour la parole, entre autres. Puis là, il y a des nouvelles études qui sortent puis qui disent que ça aide aussi pour la déglutition et potentiellement pour la salivation. Donc, c'était ça que je voulais dire. Comme on étend les preuves qu'il y a des bénéfices de ce type de thérapie. Merci. Là, je vais prendre une question à l'oral. Je ne sais pas si les personnes sont encore là, mais Lise Kirouac, vous pouvez prendre la parole et activer votre micro. Bonjour. Bonjour. Moi, j'utilise les pastilles pour la nuit, là, et c'est très bon. Tu la mets et le lendemain, est encore dans ta bouche. Et tu n'as pas beaucoup de problèmes à ce moment-là. C'est plus facile. On n'a pas la bouche sèche, c'est bien agréable de cette façon-là. Il existe avec menthe ou pas de menthe. Il y a deux sortes. Parce que c'est pas tout le monde qui en a menthe. Ben oui. Moi, j'aime bien ça. Je suis vraiment contente de vous entendre. Puis je vois quelqu'un qui a demandé justement si c'était sous prescription, mais non, en fait, Non, j'en ai une, je ne me vois pas, mais j'en ai une dans les mains. Je ne sais pas si vous pouvez la voir. Me voyez-vous, moi? Non, la caméra est désactivée. Il faut que j'active la caméra. Ici, non? Où caméra? Où ça? Il faut que je la place dessus? À quel endroit? C'est en bas à gauche. À gauche, c'est marqué devant de démarrer la vidéo? Oui. On vous voit maintenant. Ici? Okay. Non, je pense qu'on voit la dame à côté. Ah, OK. Non, je ne le vois pas. Marqué, vous ne pouvez démarrer la vidéo. OK, bon. Okay. En tout cas, j'aurais voulu vous la montrer parce que je l'ai dans les mains présentement, la pastille. Oui. Quel est le nom? Ça va être la marque Xilimeld, par exemple. Pardon? Il y en a aussi une que tu prends dans le jour aussi quand tu as de la misère comme moi présentement. Il y a un autre plastique que tu manges. Ça enlève la salive un peu. Ça l'aide beaucoup aussi. Il y en existe une marque, c'est beaucoup de produits. Et pas de prescription pour ça non plus. Ouais. Merci beaucoup, Lise, pour votre intervention. Ranouille, si vous êtes encore là, vous pouvez activer votre micro, prendre la parole.
Bon, on va demander donc, Lise, vous pouvez baisser votre main. Serge Boilly, donc vous pouvez activer votre micro. On vous écoute. Et pour activer le micro, c'est en bas à gauche. Vous avez le logo du micro. Donc, vous avez juste à cliquer dessus une fois. Bon, en tout cas, si... Ah, c'est bon, je pense. Vous pouvez parler. Nous, c'est un... Bonjour, monsieur. M'entendez-vous? Oui, on vous entend. Eh ben, moi, je vous entends très mal. Moi, j'ai 2 questions, dans le fond. Une, ça fait une demi-heure que j'essaie de me connecter puis j'ai de la misère. Ah bon? On dirait que c'est pas facile. C'est mélangé des fois les instructions français et anglais en même temps. Ah, c'est étrange. Normalement, vous arrivez dans une salle d'attente et puis on fait entrer les personnes au fur et à mesure. J'ai l'impression que la salle d'attente était vraiment pleine. On fait rentrer longtemps. Moi, je vis les deux. Je n'ai pas compris la demi-heure d'avant, mais je vis les deux. J'ai présentement la bouche très, très sèche. Ou parfois, c'est l'hypersalivation. Est-ce que les deux sont normales? Est-ce que plusieurs personnes ont les deux? Ben, les deux sont très possibles et peuvent coexister, surtout dans la maladie de Parkinson, parce qu'en fait, probablement que vous produisez moins de salive, moins sensible aux stimulations qui provoquent la salive, mais quand ça se déclenche, c'est plus difficile de la gérer. Puis là, tout d'un coup, il y a comme un trop-plein ou une sensation de trop-plein. Donc oui, ça se peut vraiment là, de vivre les deux. Est-ce qu'il y a un lien des fois avec la sécheresse ou trop l'hypersalivation quand on a, mettons, on a des problèmes là, au niveau de l'élocution, de la difficulté de parler? Oui, oui. Dans le fond, la salive, quand on parle, là, il y a beaucoup de structures, beaucoup de muscles qui bougent tout en même temps, puis qui ont besoin d'être lubrifiés de la même façon qu'un moteur a besoin d'être lubrifié. Hein. Donc, quand on a la bouche très sèche, par exemple, ou quand on a de la salive pâteuse ou trop de salive au mauvais endroit, ça va influencer la façon que les mouvements se font. Des fois, quand on a la bouche sèche, on a l'impression qu'on articule puis que c'est collé, puis c'est difficile de le sortir. Puis quand c'est l'inverse, quand il y a trop de salive, on dirait que là, ça fait comme on essaie de la retenir en même temps, ça vient donner des instructions contradictoires ou parfois on entend même la salive là, qui se déplace ou qui vient se rendre sur les cordes vocales quasiment. Là, on entend comme un gargouillis presque. Fait que c'est sûr que les deux se peuvent. Le truc de prendre des petites gorgées d'eau quand on parle longtemps, ça va toujours être un truc que Ben, en tout cas, j'ai toujours une bouteille d'eau avec moi. Puis quand je suis trop passé de salive, je mange une gomme. Puis, il y a les gommes, puis il y a les pastilles. Bon, tout à l'heure, on parlait des pastilles qui se collent. Oui, je sais qu'il y a un monsieur qui n'avait pas compris le nom. Oui, Iman, est-ce que tu pourrais répéter le nom de la pastille? Peut-être l'écrire dans le chat pour toutes les personnes. J'ai une dernière question avant, étant donné que je chante tard, j'ai une dernière question à vous poser, s'il vous plaît. Oui, je vais répondre à celle-là, puis restez pas loin. Mais dans le fond, pour les pastilles qui sont généralement recommandées, là, parce qu'une pastille, juste un tic-tac peut aider dans certains contextes, mais il y a des pastilles plus spécialisées qui se vendent, ça s'appelle le xylitol, c'est des pastilles avec du xylitol dedans, mais avant de prendre ça, ça vaut quand même la peine de juste, si vous voyez votre dentiste, par exemple, lui demander si dans votre cas, ça serait aidant ou si ça, parce que parfois, ça peut être... non recommandé, c'est quand même en vente libre à la pharmacie, mais si vous avez l'opportunité d'en glisser un mot à votre médecin ou à votre dentiste avant, ça peut aussi être une bonne idée, juste pour être vraiment sûr. Mais je vais vous écrire le nom de la pastille dans le chat. En période de déglutition, comme je suis présentement, est-ce que ces effets-là, sèches et humides, sont plus extrêmes ou ça n'a aucun lien? Je ne suis pas tout à fait sûre de comprendre qu'est-ce que vous voulez dire en période de déglutition. Ben là, j'ai de la difficulté à manger, c'est-à-dire il faut que je mange pour pouvoir justement avaler. Puis je bois quelque chose pour que la nourriture soit dirigée au bon endroit. Mais quand on a une période de déglutition, je veux savoir s'il y a un lien entre trop salivé et pas assez salivé. Oui. C'est sûr que dès qu'il y a des étouffements, là, dès que c'est vraiment plus difficile de manger, dès que c'est laborieux, ce qui est recommandé, c'est d'être évalué par rapport à la déglutition, à la capacité d'avaler. Parce que comme je le dis des fois, il peut y avoir des trucs qu'on ne voit pas qui peuvent rendre les conseils très différents. Mais de façon générale, quand on a la bouche sèche,
c'est plus difficile de mastiquer, puis c'est plus difficile de faire une masse cohérente avec qu'est-ce qu'on a mastiqué. Hein. La salive, ça aide à défaire les aliments, puis ça aide à les rassembler. Fait que c'est sûr que quand on a la bouche sèche, ça peut être plus laborieux de venir là, mastiquer les aliments. Fait que je vous dirais, oui, ça peut avoir un lien, mais des difficultés à avaler, ça varie dans la maladie de Parkinson, mais ça peut aussi être causé par d'autres choses que la maladie de Parkinson. Puis ça, c'est une des raisons pourquoi une évaluation est quand même vraiment importante. Est-ce que je suis sur la bonne route en disant que la sécheresse au niveau de notre bouche est causée par les médicaments, puis l'hypersalivation est liée par la maladie? Pas nécessairement, en fait. Je pense que, encore une fois, c'est toujours du cas par cas, mais de manière générale, la maladie va plus causer la sécheresse, puis les symptômes de la maladie vont plus faire l'accumulation et la sensation de salive, puis les médicaments vont plus souvent causer la production de salive excessive, mais pas tous les médicaments et pas nécessairement ceux du Parkinson. C'est juste que des fois, quand on a une maladie, ben, on peut quand même avoir besoin de d'autres médicaments pour d'autres. Ou parfois, quand ça progresse, des fois, il y a des médicaments aussi pour l'humeur, des trucs comme ça qui peuvent influencer un peu la salive. C'est sûr que si vous avez une longue liste de médicaments puis que la salive est un problème, ben, une des premières interventions qui peut être faite par votre médecin, c'est d'aller regarder cette liste-là puis de dire ce médicament-là peut provoquer trop de salive, on va essayer d'ajuster le tir. Fait que, exact. C'est ça. Ben, comme moi, je suis suivi à Québec là, par l'Enfant Jésus. Puis il y a une infirmière qui est rattachée à mon neurologue. Et je peux lui poser des questions, il est très connaissant là-dedans. Parfait. Exact. Merci beaucoup, Serge. Oui, je vais finir comme ça. Merci beaucoup d'avoir répondu. Merci. Yvan J, votre main est levée. Est-ce que c'est une ancienne main? Et sinon, vous pouvez prendre la parole. Je vois aussi qu'Yvan a écrit dans le chat. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Oui, c'est très intéressant tout ça. C'est difficile à contenir le nombre de questions qui se reviennent. Oui. Mais je tenais à dire que c'est important pour moi de faire les ateliers de musculation de la voix. Oui. Qui sont faits par Parkinson Québec. Et ça, c'est corollaire, la voix, la déglutition, la salivation. Et puis j'avais posé une question spécifique sur le cas de avaler toutes ces pilules, 1, 2 ou 3. Et il y a un cas spécial, avez-vous des trucs pour avaler les pilules? Oui, Yvan, d'abord, vous avez raison par rapport à musculation de la voix. Là, si les lèvres n'ont pas assez de force ou de tonus pour pouvoir garder la salive puis qu'on les travaille en musculant sa voix, ben ça va aider probablement aussi avec la salive. Donc, je comprends puis je suis contente de vous entendre. Par contre, pour les médicaments, malheureusement, on rentre encore une fois dans du cas par cas. Par contre, c'est sûr que les prendre un à la fois ou les prendre mélangés à quelque chose d'un peu plus épais, donc au lieu de prendre sa pilule avec de l'eau, ben, la prendre avec de la compote, ça peut être des conseils d'entrée, là, des conseils de départ qu'on peut donner. Mais je suis jamais à l'aise de donner des conseils de déglutition comme ça sans faire une évaluation parce que justement, il y a trop de variables qui peuvent influencer l'efficacité ou même la sécurité des conseils. Fait que je vous dirais, si les pilules sont très grosses, puis que la pharmacie dit que c'est correct, les couper en deux ou les écraser puis les mélanger avec une compote ou les prendre enrobés dans la compote. C'est comme des conseils de départ qu'on va trouver puis qui sont comme accessibles à tous, mais faites quand même bien attention à vous. Puis si c'est possible d'avoir accès à une évaluation, je vous encouragerais. Merci beaucoup. Merci. Et juste pour rebondir avec ce dont vous parlez, donc de musculation de la voix, pour tout le monde, chez Parkinson Québec, on offre des cours en ligne dont musculation de la voix. C'est gratuit. Vous pouvez y assister, ça se passe sur Zoom. Pour ça, il faut s'inscrire, donc n'hésitez pas à aller sur notre site internet dans la catégorie services offerts, puis cours en groupe, mais je vais vous mettre le lien dans le chat. Et puis, voilà, vous pouvez vous inscrire notamment au cours de musculation de la voix pour faire travailler votre voix. On offre des cours 4 fois par semaine pour musculation de la voix. Et puis, sinon, on a des exercices d'activité physique, de souplesse et mobilité, étirements matinaux et boxe. Donc, je voulais quand même le mentionner. Puis, je vais mettre le lien si ça vous intéresse. N'hésitez pas, c'est gratuit. Voilà, la parenthèse est fermée. Merci donc Yvan pour votre intervention.
et Iman pour ta réponse. On va prendre l'action de Véronique Boivin. Donc, vous pouvez activer votre micro. Juste pendant que vous activez votre micro, il y a beaucoup plus tôt dans le chat, j'ai vu qu'une orthophoniste avait des questions. Et Charlène, donc, si vous êtes encore là, je vous recommanderais de nous écrire soit à Oriane, soit à moi pour qu'on puisse avoir une conversation à un autre temps. Votre question est intéressante, mais ça ne sera pas pendant le séminaire. C'est okay. Une main levée sans faire exprès, il n'y a pas de souci. Christian Médieux, vous pouvez activer votre micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour. Très bien. J'ai une suggestion, c'est la manière dont je fonctionne. Je souffre de sécheresse et je souffre d'accumulation. J'ai les deux. Fait que la salive arrive régulièrement, le corps est fait de cette manière-là. On l'avale automatiquement. OK? Ça fait qu'on peut également avaler sur notre commande, c'est-à-dire on désire avaler, on avale. Quand on sent la salive s'accumuler, on passe à déglutir et ça fonctionne. Il faut être attentif, c'est certain. Et quand j'ai la sécheresse, je prends de l'eau, bien sûr, et quand j'ai une accumulation de salive, je déglutis parce que je me suis préparé à ça. OK, c'est un réflexe maintenant. Oui. Ça coûte pas cher, il suffit d'y penser. Ben oui, ça fait partie effectivement des interventions, justement, quand on disait tout à l'heure de se mettre une alarme, de se mettre un rappel visuel, c'est d'essayer de rendre volontaire qu'est-ce qui se fait normalement de façon très automatique. Exact. Vous avez raison, c'est surtout quand on est encore en forme, je dirais, cognitivement, là, c'est une très bonne stratégie de départ. Puis, par contre, la chose à noter, c'est que dans le contexte de la maladie de Parkinson, des fois, le signal ne se ressent pas nécessairement. Donc, quand votre cerveau vous dit « Ah, là, j'ai beaucoup de salive et volontairement, j'avale », le moment où vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de salive, des fois, pas nécessairement pour vous, mais parfois pour certaines personnes, le temps que ce signal-là se fasse, la salive a déjà été trop accumulée. Donc, des fois, même j'avale tout court. C'est vrai que ça devient automatique. Voilà. Ça devient un automatisme. Fait que de se dire, juste, même si je ne ressens pas nécessairement que j'en ai besoin, je vais avaler juste pour... Oui, exact. Ça fait le Vous avez tout compris. Exact. Merci pour votre intervention. Et surtout, ça ne coûte pas cher. Oui, bien sûr. Merci. On va arrêter ici ce webinaire. S'il y a des questions auxquelles on n'a pas pu répondre, vous pouvez envoyer vos questions à Iman par courriel. Iman, je t'invite à mettre ton courriel dans le chat si tu es d'accord. Donc voilà, vous pouvez lui envoyer un courriel. Et puis, pour ceux qui regardent ce webinaire en rediffusion sur YouTube, n'hésitez pas à écrire vos questions dans l'espace commentaire juste en dessous de la vidéo. On va pouvoir y répondre également, ou même à partager votre expérience. Donc, c'est ça. Donc, merci beaucoup à tous pour vos interventions. C'était intéressant de vous écouter. Iman, merci beaucoup pour tes propos et tes explications très claires. Est-ce que tu aimerais dire un mot? Merci à tout le monde de votre participation. C'est toujours super intéressant d'avoir vos expériences et votre vécu, parce que ça va toujours bonifier les connaissances qu'on peut avoir de l'autre côté là en clinique. Et je vous souhaite à tous une bonne continuation, en fait. Bien, merci. Et aussi, donc, le prochain webinaire aura lieu le jeudi 30 mars à 14h et on parlera du processus pour s'impliquer dans la recherche pour la maladie de Parkinson. Donc, on va pouvoir répondre à vos questions là-dessus et vous expliquer en détail. Les inscriptions ne sont
toujours pas accessibles le seront à partir du 1er mars sur Eventbrite. Voilà, donc je vous souhaite une très très belle journée à tous. Merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Merci à ceux qui sont intervenus encore. Bonne journée.